Bonjour à tous. Le temps de choper le bon onglet. Voilà. Present. Vous voyez tous correctement ou pas? Ah, le chat. Yes. Parfait. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation. Donc, un petit disclaimer pour commencer, juste pour me présenter. Donc, moi, je suis Kylian Lemaître, alias Oti sur pas mal de réseaux ou Telarian, notamment sur Twitter et sur le Discord de Nubres.js. Donc, je suis développeur depuis une décennie maintenant. Ça fait un moment. Et j'ai fait pas mal d'entreprises. Et là, actuellement, je suis en télétravail chez Arkea pour l'innovation. Donc, j'innove. Je suis développeur JS depuis presque 10 ans maintenant, mais je suis aussi développeur Rust, Kotlin et Scala et PureScript et d'autres langages aussi. Savoir que ça fait partie de mon travail en fait d'aller switcher de langage en langage, ce qui fait que ça m'arrive souvent d'avoir à constater les différences entre différentes façons de faire les choses. Si vous voulez discuter d'un élément après sur le talk, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller me voir sur Discord. Je réponds, il n'y a pas de souci. Vous me trouvez souvent aussi dans le salon d'entraide, donc dans le help du Brésil.js. J'aime bien y passer un peu de temps. Voilà. On va passer un peu sur le reste. Donc, juste un dernier élément, la présentation d'aujourd'hui a un but de vulgarisation. Donc, on va pas rentrer trop dans les détails, on va juste faire une première approche et expliquer un peu quelques concepts qui se trouvent en fait dans le principe de int slash int. Voilà. Donc, int slash int, justement. Donc, c'est une question de saveur. On va voir pourquoi exactement. Et pour ça, je vous propose d'attaquer sur le thème du sushi. Voilà. Qui est le thème que j'ai choisi pour cette petite présentation. Donc, vous allez voir des sushis partout, c'est normal, c'est pour vous donner faim. Donc, on va commencer par les types, et plus particulièrement les data types, et on va voir que pourquoi c'est important de faire la distinction, et qu'est-ce que c'est qu'un type exactement, et pourquoi on en a besoin après pour expliquer la flèche. Donc, c'est le sushi, j'ai plus les noms. Si vous voulez le nom des sushis, si ça vous intéresse, juste... Là, c'est un sushi avec du maquereau. Alors, qu'est-ce qu'un type? Un type, c'est avant tout quelque chose qui appartient à une théorie, qu'on va voir un peu plus tard, et que tout le monde, quand on pose la question à quelqu'un, un développeur, il va répondre naturellement, c'est un entier, c'est une chaîne de caractères, c'est quelque chose qui me sert à distinguer ma variable. En réalité, ce dont on parle quand on cite ces cas-là, ce sont les data types et les types de données qui engendrent des valeurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'un entier, c'est une valeur définie dans un ensemble de valeurs qui sont les entiers. Les décimaux, les doubles ou les fautes, c'est la même chose. Sauf que c'est une spécification du type. Type a un sens beaucoup plus général qu'on va un peu explorer, mais qui globalement fait référence à tout ce que peut représenter un ordinateur, représenter au sens large. Donc, on va d'abord s'intéresser au data type parce qu'il est plus simple et que tout le monde le connaît, et que les plus communs, donc le booléen, l'entier, le décimal et le caractère, sont présents absolument partout, notamment en JS. Quand vous faites un type of en JavaScript, ce que vous obtenez, c'est le data type. La plupart du temps, c'est le data type en fait de la variable dont vous voulez obtenir le type. Pourquoi c'est important? Parce que les types, donc les types, reposent sur ce qu'on appelle la théorie des catégories. Ah, j'ai oublié un S d'ailleurs. Donc la théorie des catégories, c'est ce qui sert à formaliser, donc de manière générale à définir ce que sont les types. Pourquoi on appelle ça la théorie des catégories? Tout simplement parce que selon cette théorie, un type, c'est un ensemble de valeurs pour le data type ou un ensemble de possibles, et que cet ensemble, c'est ce qu'on appelle une catégorie. Voilà. On va faire très simple, c'est juste ça. Ce qui est important de retenir, c'est que derrière cette théorie, on n'associe pas l'entier ou le booléen.
Derrière cette théorie, on associe le type en tant que élément que l'on va raffiner, que l'on va définir ensuite. Et cet élément peut effectivement souvent appartenir à la catégorie des entiers, mais ce n'est pas limité à cette catégorie. La théorie des catégories, revient très très souvent en fait, dans le domaine de l'informatique théorique, parce que c'est un petit peu le socle sur lequel tout repose. Donc c'est important de citer en premier. On va revenir un peu sur les data types parce que souvent il y a une confusion qui est faite entre dynamique et statique. Alors là, ça va être très simple, très court. Statique, c'est lorsque une variable qui a été initialisée possède un type et qu'elle ne pourra pas en changer. Typiquement Java, quand on définit un type à Java, on ne peut pas changer son type. Dynamique veut dire que le type de la variable peut changer. Ça paraît évident comme ça. En fait, ça a une importance cruciale dans pas mal de langages, notamment JS, parce que le JS, à l'origine, est un langage dit à prototype. Et que cette notion de dynamique permet justement le prototypage en JS. Ce qui fait que le JS de base ne peut pas être statique. Enfin, initialement ne pouvait pas être statique à cause justement de la notion de prototypage qui voulait y être ajoutée. Donc, pour revenir sur statique, d'un côté, on définit une variable, on définit son type et elle ne peut pas en changer, et de l'autre, on définit une variable et on définit on ne définit pas de type et ça pourra en changer régulièrement. À opposer à fort ou faible. Alors, il y a beaucoup de confusion aussi là-dessus parce qu'un langage statique peut être fort ou faible et un langage dynamique peut être fort ou faible. Fort, c'est lorsque deux types, même s'ils sont proches, par exemple chaîne de caractères et caractères, ou encore entier et flottant, double, enfin décimaux. Quand on a deux types qui sont a priori très proches, ne peuvent pas être associés, on dit que le typage est fort, parce que le typage empêche les types d'être mis ensemble sans qu'il y ait au préalable un cast explicite du type. Là où le typage faible, au contraire, fait le cast explicite. On verra un peu plus loin dans les prochains épisodes qu'en réalité, derrière se cache souvent la notion de polymorphisme. À savoir, est-ce qu'un cast, est-ce qu'un type peut être remonté à une version polymorphique de ce type plus élevée, qui va pouvoir après lui permettre d'être modifié. Typiquement, les entiers peuvent donner des réels. Ça paraît logique. Vous prenez un langage comme Haskell ou PureScript. Bon, je vais tirer pas mal d'exemples. PureScript, lui, ne permet pas d'associer des entiers avec des réels. Déjà, en fait, réel n'existe pas, mais un int et un double, ce n'est pas la même chose. Il y a une logique d'ailleurs qui est que le typage fort va sécuriser le code en empêchant le développeur d'associer des types qui, a priori, seraient identiques et en réalité pourraient provoquer des erreurs. En langage faiblement typé, on a le JS d'une certaine manière, puisqu'en fait, il n'a pas d'entier et de flottant à proprement parler, mais une notion vague entre les deux. Le PHP aussi, qui permet, suivant les cas, de caster très rapidement. En typage fort, on a forcément Java et tous ses dérivés, donc Kotlin, Scala. On a Rust aussi et JS. Alors le JS, c'est entre les deux, parce qu'on on n'est pas obligé d'avoir une distinction nette. On peut avoir quelque chose d'un peu mouvant entre les deux, quelque chose qui va, par exemple, sur les entiers et les réels, dire on est faible. Par contre, sur les chaînes de caractères et le caractère en lui-même, on est fort. C'est possible. Ça va dépendre énormément du langage et de ce que les personnes qui ont créé le langage ont voulu faire. Ensuite, on va parler un petit peu de nominal et structurel. Alors ça, c'est une notion qui est un petit peu différente et qui pourtant est liée à la notion de statique et dynamique. Un typage nominal, c'est un typage qui, lorsqu'il est analysé par le compilateur ou l'interpréteur, ce compilateur ou interpréteur va analyser en fait le nom du type. Typiquement, il va dire à cette variable-là, on lui a associé l'étiquette int. Je vais prendre le nom int. Pour la variable chaîne de caractères, je vais associer le nom chaîne de caractères, string. Ça, c'est un typage nominal. Le typage structurel, lui,
ne se voit pas du tout sur les types basiques, sur les data types basiques. Par contre, quand on va passer sur les dictionnaires ou les chaînes de caractères, on va avoir un problème un peu plus sérieux avec cette façon de distinguer les choses, parce que par exemple un tableau, son type nominal c'est dict. Un dictionnaire c'est dict, et un tableau c'est array. Et à moins de spécifier un array de int, donc int array, ou un tableau type hmap avec string en clé et object en valeur, on a en fait un nom qui est générique. Et ce nom, on l'observe surtout dans les classes, dans les langages à classe, où un type et une classe pourraient être associés, d'une certaine façon. Et c'est important en fait de bien comprendre que le nominal permet la vérification du type par rapport à son nom. On le voit arriver dans les dernières versions de ES5 et ES6 parce que l'ajout des classes repose sur l'ajout de cette notion de nominal. Là où JavaScript, lui, n'a ni nominal n'a pas de nominal et est plutôt structurel. Alors, donc la nominal, on dit c'est les noms. Le structurel, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là où le nominal va donner array pour un tableau et dict pour un dictionnaire, le structurel, lui, ne va pas donner de nom, il va simplement dire est-ce que les composants d'un élément sont identiques. Alors pour int ou char ou float, il n'y a pas trop d'intérêt à faire du structurel parce que ce sont des types dits primitifs. Par contre, quand on a des dictionnaires, par exemple, ou des tableaux, là, le fait d'être structurel va pouvoir indiquer que l'on est sur, par exemple, un tableau d'entiers, puisque structurellement, nous avons des entiers mis ensemble. Donc, c'est un tableau d'entiers. Le structurel prend vraiment tout son sens quand on travaille sur des records, donc sur des dictionnaires qui n'ont pas, dictionnaires au sens objet du JavaScript. Pour donner un exemple concret, si je prends un objet JavaScript et que je lui associe une première clé Toto et avec une valeur 3, puis un deuxième objet Titi et la valeur une chaîne de caractères Tata, là, j'ai un type qui est objet avec en structure un premier champ Toto avec la valeur int 3. Et donc, au niveau structurel, il va être différent si, par exemple, le 3, je le remplace par la chaîne de caractères 3. C'est la même chose, le même objet, avec juste un type différent. Pour JavaScript, le typage structurel est possible, on peut l'obtenir avec des méthodes. Généralement, on passe par des type-off, mais dans la grande famille des types et surtout des data types, le typage structurel va permettre ce qu'on appelle un polymorphisme structurel ou un polymorphisme raw, parce que on va pouvoir comparer deux objets non pas par rapport à leur nom, mais par rapport à la structure qui les compose. C'est très très souvent fait, par exemple dans Flow, qui est un outil pour aider à avoir un code un peu plus propre en JavaScript, ce qui aide beaucoup. Flow utilise énormément le typage structurel parce que c'est un typage qui va permettre d'étudier vraiment ce qui se passe dans le type quand on fait un type composé. Là où Java est nominal, parce que les classes, elles nécessitent plutôt une approche par nom. Voilà. J'en ai perdu certains? Non, c'est bon. Ok. On va continuer. Donc maintenant qu'on a vu les types et qu'on a vu à peu près pourquoi nominal, pourquoi structurel, on va voir la signature d'une fonction, parce que c'est un petit peu le problème. Et pour ça, on va partir sur des crevettes. Alors, qu'appelle-t-on une signature? Une signature, c'est d'abord un nom. Un nom que l'on peut, de manière générale, de manière théorique, appeler une routine. Dans le sens où une routine, c'est une unité de traitement qui va exécuter une série d'actions, série d'instructions, pour être exact. Et cette routine, il faut l'appeler. Donc, pour l'appeler, on a d'abord un nom.
En JavaScript, on s'arrête là. Parce qu'en JavaScript, peu importe ce que la routine se renvoie et peu importe ce que la routine reçoit, le seul élément qui est jugé en JavaScript sur une fonction, c'est son nom. On peut avoir enfin plutôt exact, on a un retour qui peut prendre plein de valeurs différentes, qui peut changer, qui peut même être rendu dynamique au runtime, et on peut avoir un nombre d'arguments et un type d'argument qui est totalement randomisé, totalement aléatoire. Donc ce qui distingue vraiment une fonction en JS, c'est juste son nom et la série d'instructions qui correspondent. Concernant les arguments qui sont passés à la fonction, on va parler d'arité. Alors, l'arité, c'est à la fois le nombre d'arguments, et c'est souvent utilisé dans ce sens-là, c'est le nombre d'arguments que l'on passe à une fonction. Mais de manière plus générale, on parle d'arité pour les arguments qui sont passés sur cette fonction-là. Donc, en JS, l'arité, elle est totalement libre. Par contre, il existe un petit outil, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé qui s'appelle this.arity. Alors, si vous allez sur la doc, on va juste switcher ici. Donc, l'arité, donc tout JavaScript, c'est un site qui référence tous les mots-clés, absolument tout ce qui est possible de faire en JavaScript de base. Donc, quand je dis de base, c'est le vanilla d'il y a 10 ans. On avait déjà tout ce qui est ici. Alors, par contre, il ne m'affiche pas la référence complète. Ah non, il ne me l'affiche plus. Ah, c'est bizarre. Normalement, j'ai la liste ici. C'est pas grave. Donc, on va revenir sur l'arité. Donc, si vous prenez n'importe quelle fonction et vous lui faites un point arity, vous allez obtenir la liste de le nombre de ses paramètres. Et avec d'autres fonctions associées, alors par contre, visiblement, il ne veut pas. Ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus. Voilà, vous avez l'arity, nombre de paramètres, et vous avez son color. Donc, l'arity va vous permettre de savoir exactement le nombre d'éléments qui vont être passés à cette fonction-là. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre, dans certains cas, de venir connaître avec précision la liste de tous vos paramètres, de tout ce que vous avez la possibilité de voir. Alors oui, on dit arity, c'est obsolète dans le MSDN. Oui, c'est considéré comme obsolète parce que maintenant, vous avez des outils comme les linters qui vous permettent de faire le travail à la place de l'arity. En vrai, ça peut être très utile quand vous faites des polyfills. Oui, il y a Prototype Lens. C'est la même chose maintenant, ouais. Mais dans les polyfills, c'est plutôt intéressant d'utiliser Arity parce que si jamais votre navigateur est un petit peu ancien ou qu'il se viande sur sur l'intégration de l'ECMAScript qui va bien, vous allez avoir un problème en fait avec justement l'obtention de la liste des arguments. Après, c'est bien, hein, ils commencent enfin à changer ça. Donc, bref, l'arité, c'est à la fois le nombre d'arguments, mais ça peut être aussi vu comme la liste des arguments que vous avez dans votre fonction. Ça fait partie c'est le deuxième élément qui est souvent important dans une signature et qu'on va regarder. Alors en JS, on s'en sert pas tellement parce que, comme je disais, l'arité peut varier. En JS, on peut très bien avoir une fonction qui prend 4 arguments tels qu'elle est définie dans la lib et qui en réalité, vous lui en passez 3 et ça fonctionne très bien. Vous pouvez même lui en passer 15, elle va quand même accepter. Alors maintenant, ça tend à disparaître grâce aux nouvelles versions de l'ECMAScript. Par contre, dans les polyfills, c'est toujours important parce que normalement, c'est quelque chose qui est tout le temps valable. C'est la raison qui sous-tend la notion d'undefined en JS. Avant, quand on avait encore Scriptaculos, on l'utilisait par exemple pour définir des paramètres par défaut ou des comportements différents suivant les arguments fournis, plutôt que d'utiliser le type-of. On passe à l'autre élément d'une signature,
Il faut savoir que une signature, ça peut être à la fois, par exemple, un console.log. Le log lui-même, c'est une signature. Enfin, la signature du log, plus exactement, c'est log avec juste les parenthèses. Donc, on a un argument ou pas, d'ailleurs. Ça marche aussi si on n'a pas d'argument. Et on n'a pas de retour. On dit que log est déclaratif parce que il va avoir un effet de bord qui va être d'afficher, mais qui ne va pas avoir de retour, et donc on va pas pouvoir exploiter cette fonction sur son retour. Toutes les fonctions qui n'ont pas d'effet de bord, toutes les fonctions qui ont un effet de bord ou qui, de manière générale, qui n'ont pas de retour, sont dites déclaratives ou statement en anglais. Statement parce qu'elles vont avoir tendance justement à avoir un effet de bord, à avoir un effet tout court. Parce qu'il y a un travail actuellement qui est fait sur ce qu'on appelle les effets algébriques, qui travaille donc sur tout ce qui est la notion d'effet sur une fonction. Et quand une fonction est dite déclarative, que c'est un statement, c'est très souvent entendu dans le sens où cette fonction ne retourne rien et va donc avoir un effet sur son environnement, et donc on n'a pas besoin de retourner. Une déclaration de fonction, var a égale 3, c'est une déclaration. On déclare la variable a avec la valeur 3. C'est un statement. Et il faut savoir que ça peut paraître idiot de dire une signature déclarative, un retourne rien, ouais, c'est pas grave. En fait, en théorie, dans la théorie, on peut spécifier, savoir si un langage ne va rien retourner ou va tout retourner ou tout le temps retourner. Et c'est ce qu'on va parler. On va parler dans ce cas d'expressivité. Alors, faites attention, on a expressivité dans le sens un langage expressif et expressivité pour la fonction, qui sont deux choses différentes. Un langage expressif va permettre de manière expressive, de manière claire, de rendre un algorithme. Une fonction expressive, c'est une fonction qu'on va aussi appeler expression dans le sens large. D'ailleurs, en anglais, on utilise plus trop le terme expression que fonction expressive. Et on a très peu de cas d'ailleurs où fonction expressive vraiment utilisée comme ça, c'est plutôt une expression. Et l'expression, elle retourne un élément. C'est quasiment une obligation. Alors, on a quelques langages qui sont un petit peu différents, genre par exemple Lisp, où tout est appelé expression, notamment les statements, donc les effets de bord. On a aussi, dans un cas particulier, des constructions qui permettent d'avoir des expressions à partir de statements. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un statement, une expression, c'est quelque chose qui renvoie à quelque chose. Pourquoi c'est important dans notre cas? Parce qu'en fait, en JS, on retourne systématiquement. Ou plus exactement, beaucoup de fonctions ont un retour, même si on ne le perçoit pas. On le voit notamment pour ceux qui ont fait du Java ou du Kotlin. Voilà. En Java, on a des fonctions qui ne retournent rien, enfin des méthodes qui ne retournent rien. Et en Kotlin, il est précisé qu'en réalité, c'est pas qu'elle ne retourne rien, c'est qu'elle retourne un type qui est appelé unit. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ce unit là, ça signifie que toute fonction et expression va retourner quelque chose et que cette expression là va pouvoir nous servir à alimenter d'autres expressions. Et c'est la base de ce qu'on appelle le lambda calcul. Première grossièreté du midi. Donc le type de retour, c'est souvent ce qu'on appelle le type de l'expression. Et donc, ce qu'on attend souvent, c'est que quand on appelle une fonction, on va récupérer quelque chose. Juste un point sur l'appel de la fonction, parce que c'est un point qui est important en JavaScript, notamment si vous avez travaillé déjà avec des tableaux ou plus généralement les objets. Quand vous appelez quand vous passez un tableau dans une fonction, vous avez ce qui s'appelle la mise en référence. Et c'est là où on va revenir sur le problème d'être dynamique ou statique, et d'être nominal ou structurel. De base, si votre valeur est un entier ou une chaîne de caractères aussi, je crois que ça marche, mais un char, c'est sûr, un entier, un réel, tous les types dits primitifs,
Donc normalement, string n'est pas un type primitif. Dès que vous avez un type primitif, vous le passez par valeur. C'est-à-dire que dans votre fonction, la valeur de l'argument que vous allez envoyer va être copiée. On va copier cette valeur, on va aussi ce qu'on appelle la cloner, et l'envoyer à la fonction. Si vous passez un objet, vous n'allez pas passer l'objet, vous n'allez pas le cloner, vous allez au contraire passer une référence à l'objet. C'est ce qu'on appelle un passage par référence. Dans un langage dynamique, toutes les variables sont des références, sauf quand elle est évaluée. C'est un peu compliqué. Si vous évaluez une référence et qu'il s'avère que c'est un type primitif, alors vous copiez la valeur et vous en faites un passage par valeur. Si par contre vous évaluez la référence et que cette référence renvoie vers un objet, dans ce cas-là, vous allez copier la référence et la passer à la fonction. D'où le problème d'avoir des objets qui sont passés à des fonctions qui peuvent être modifiés par la fonction alors qu'on ne voudrait pas, justement. Et le problématique de la deep copy et la shallow copy, en fait, ça vient de là. C'est parce que les objets sont passés par référence. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, quand un objet est un peu complexe, on étudie la structure, on voudrait savoir si on le passe par sa structure pour pouvoir les comparer, ou si on le passe par son nom. Et c'est là où intervient la référence, c'est que généralement une référence est nominale. Et donc, dans beaucoup de cas, quand vous allez comparer deux objets, il va de toute façon renvoyer faux, parce que la référence, comme on ne peut pas comparer deux références entre elles, sauf si elles viennent vraiment du même objet, de manière générale, deux références vont forcément renvoyer false. Sachant qu'il est également possible d'avoir des références différentes. On peut créer deux références différentes dans certains langages. C'est notamment le cas en C ou même en Java. On peut créer une nouvelle référence et c'est le principe du singleton. Typiquement, on a un objet et on a plusieurs accès différents à cet objet. Donc l'appel de fonction peut à la fois être fait par référence et par valeur. Pourquoi c'est important? Parce que on va voir une fonction. Tout à l'heure je parlais de data type en disant que c'est la première chose que l'on voit. Une fonction en elle-même est un type, ou plus exactement une association de types. Et quand on parle du typage d'une fonction, la plupart du temps, on parle du data type qui est renvoyé. Mais on peut aussi se dire que la signature elle-même est un type. Si on écrit, par exemple, qu'une fonction prend un élément A et renvoie un élément B, avec l'élément A étant un int et l'élément B étant une chaîne de caractères, un string, et ben, le type de notre fonction, c'est A et verbe, comme en mathématiques. Donc, la signature d'une fonction, c'est son type. Et donc là, on va commencer à mettre un peu de curry. Alors là, je sais curry, normalement, ce serait plutôt du wasabi. Non, pas tel. Mieux. Bien, c'est sushi. Mais pour le coup, on va voir pourquoi le curry, c'est plus intéressant. Alors, pour faire le lien avec ce que je disais il y a même pas 5 minutes, 30 secondes, quand on a une fonction JavaScript qui s'écrit donc avec fonction entre parenthèses A, en réalité, si on attend un retour de cette fonction, ce qu'on pourrait écrire, c'est cette fonction prend A et elle va vers une autre variable. Là, pour le coup, on a donné A, mais on pourrait très bien dire B, C, D, et on pourrait remplacer les lettres par int ou string ou char ou number. Ça serait exactement la même chose. L'important ici est de comprendre que la fonction ne va faire que prendre un argument et renvoyer quelque chose. Là, on est dans le cas d'une expression, ce qui est le cas en JS. En JS, mis à part certaines fonctions spécifiques, le cas général, c'est que les fonctions JS renvoient quelque chose. Certains langages obligent le retour systématique. Le cas, par exemple, c'est le cas en Kotlin où de base, le Kotlin renvoie quelque chose.
que ça soit unit ou autre, peu importe, mais de base, on peut envoyer quelque chose. C'est pareil en Rust. En Rust, on doit indiquer le type de retour et par défaut, si on renvoie quelque chose. Pourquoi on renvoie systématiquement? On pourrait très bien dire, au final, la flèche ici ne sert à rien et on renvoie pas de A, on renvoie rien. En fait, on renvoie systématiquement quelque chose parce qu'une variable, si on prend le cas d'une variable, en réalité, une variable, on peut le résumer à une fonction qui renvoie sa propre valeur. Pour être un peu plus clair, si on écrivait fun:2.2.a, c'est comme si on disait que fun, c'est la variable, et que cette variable a le type int, et qu'elle a la valeur 3, par exemple. C'est là où on arrive sur des langages qui, par exemple, comme le PureScript, va préférer mettre l'accent sur le passage par une fonction pour obtenir une valeur. On verra pas aujourd'hui, mais plus tard, pourquoi cette notion de fonction qui peut retourner une valeur unique est importante pour la variable et pourquoi en fait on en a besoin dans beaucoup de cas. Parce que ça amène à quelque chose qui est très en vogue à l'heure actuelle, qui est la fameuse immuabilité, c'est un mot français, et notamment le mot-clé const en JS, qui fait directement référence à la capacité d'écrire fun:2.2.a. Parce que c'est exactement la même chose, dans l'idée. Donc oui, pour revenir sur la fonction fun::a, si on l'écrit A vers A, donc flèche, et ça signifie que l'on peut que l'on prend n'importe quelle valeur initiale A, que ce soit int, char, integer, number, string, et qu'on va renvoyer n'importe quoi derrière, mais qu'on va renvoyer quelque chose. En JS, il est possible d'écrire ça. Si vous l'avez déjà vu, vous savez, et que vous avez vu le code qui est derrière, vous avez dû voir, alors souvent, c'est un objet. Par contre, dans la plupart des cas, en fait, c'est un retour de fonction. Donc, on va avoir en fait une fonction qui va faire un retour d'une fonction qui va également prendre un paramètre et qui va également retourner une fonction qui va prendre un paramètre. Et c'est dans cette fonction-là que l'on va utiliser A, B et C. En quoi cette écriture est très intéressante en JS? Elle permet d'écrire A vers B, vers C, vers D. Alors là, ça paraît complètement obscur de base. Et en réalité, ce qui est important de retenir, c'est que cette capacité de dire A vers B, vers C, vers D, c'est aussi la capacité de dire A vers une fonction qui prend B et C qui renvoie D. Ou de dire une fonction qui a pris quelque chose, qui a quelque chose dans son contexte, qui prend B et qui renvoie une autre fonction. En fait, on va pouvoir interrompre l'exécution à tout moment. Comme on a un retour de fonction, on peut prendre une partie des paramètres, par exemple A ou A et B, et s'arrêter là. Et ça va nous renvoyer une fonction qui a déjà deux éléments en place. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'évaluation par substitution. Et c'est aussi un peu la base du lambda calcul. Et donc, le lambda calcul, il faut savoir que c'est la théorie d'Alonzo Church qui instaure en fait les bases sur lesquelles a travaillé Turing. Donc, en fait, là, on est vraiment sur la base de tout ce sur quoi repose l'informatique. Et ça va nous permettre de purifier et décurifier des fonctions à tout va. Et c'est là où on arrive à pourquoi la purification. En fait, la purification, au sens littéral, c'est la capacité de prendre une fonction et de générer une nouvelle fonction à partir d'un des paramètres de cette fonction. Souvent, quand on voit purification ou décurification, dans un contexte éducatif, on parle d'enlever le premier paramètre et de créer une nouvelle fonction qui va prendre
soit uniquement ce premier paramètre et renvoyer la fonction, soit exécuter la fonction avec déjà des paramètres préétablis. Mais en fait, l'idée, c'est d'enlever le premier paramètre. Et la décurification, c'est l'inverse. Ça, c'est d'à partir de plein de petites fonctions, de créer une fonction qui va appeler toutes les petites fonctions qui ne prennent qu'un paramètre, de manière à ce qu'elles s'exécutent dans un ordre logique. Pourquoi la purification est importante et pourquoi il faut en parler un peu plus longtemps, c'est parce que dans le cas de la purification, alors attendez, j'ai juste switché vers un terminal. Alors oui, c'est la vieille fenêtre immonde du terminal de base de Windows, mais à vrai dire, moi je l'aime bien. Au moins, elle est claire. Donc là, on est sur du pur script. Et donc, en pur script, on peut écrire A, B égale A plus. Et on peut obtenir le type. Alors, ça s'écrit type, on peut le raccourcir par type de ma fun. Alors, oubliez semi-groupe. On va peut-être pas vous perdre tout de suite. C'est-à-dire que ma fun 2, c'est int vers int. Ma mince. Ouais. On a dit qu'on avait deux paramètres. Là. 2. Et normalement, si je fais. Voilà. Donc là, si je refais type ma 2. Ouais. Donc là, on voit qu'on a int, enfin qu'on prend deux éléments, deux entiers en entrée, et qu'on renvoie la somme des deux entiers. Maintenant, si je fais ma fun 3 qui, elle, va systématiquement renvoyer plutôt, on va faire autre chose, on va renvoyer l'incrément. Donc l'incrémentation d'un nombre, c'est ce même nombre plus 1. On pourrait l'écrire comme ça. Mais on pourrait aussi dire que l'incrément va pouvoir varier selon une autre fonction qu'on va appeler step. Step, ça va prendre un int. Alors, on va retourner sur du past. Donc step va prendre un int et va renvoyer un int. Ouais, comme ça. Ouais, débile dit comme ça, mais ça marche. Et donc on va faire increment A est égal à fun 2. Là on se dit, bah, ça peut pas marcher, puisque step n'est pas défini, donc il va pas comprendre. Mais en fait, si. Ah, alors si. Match int. Ah oui. Voilà. Alors normalement, il pourrait prendre 2. Ah oui, ouais. On va être gentil avec lui, on va faire ça pour l'instant. Pour le coup, là, pour l'incrément, on voit bien qu'on peut définir une fonction qui va être purifiée par incrément et qui va directement définir la première valeur comme étant 1. On va retourner sur le slide. Ouais, ça on va accélérer peut-être un petit peu parce que ça commence à devenir un peu long.
Bref, pour la purification, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'avoir défini une fonction et de pouvoir la passer dans une autre fonction qui a déjà une valeur préétablie pour certains paramètres, on pourrait considérer que c'est de la purification. L'avantage, c'est de pouvoir, en fait, attendez, hop, je vais arrêter de partager l'écran, on va revenir sur la présentation. Ça va être, voilà, onglet, ça, partager. Ça va être de pouvoir, en fait, dire qu'une partie entière de la fonction va être remplacée, mais seulement une partie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'application partielle. Donc l'application partielle, c'est la capacité de prendre une partie de la fonction, comme je dis. Donc par exemple, on va dire que là, j'ai pris ma fun2 qui est très simple, mais imaginons que ma fun2 prenne 14 paramètres en entrée, et que je sais que la plupart des paramètres peuvent être résumés, on va dire, par des paramètres par défaut ou par la prise en considération de différents éléments qui viennent d'autres fonctions. Comme j'ai voulu le faire avec step. Bon, ça n'a pas marché parce que j'ai un petit problème avec les imports, mais l'idée est que on va pouvoir remplacer une partie de cette fonction avec une autre fonction et on va obtenir une troisième fonction avec ça. Ça, c'est l'application partielle. Et la flèche que je vous ai montré, ça va permettre, comme on va lister en fait les différents éléments avec les flèches, comme je l'ai montré avec le pure script, et ben on va pouvoir couper à n'importe quel moment et dire cette partie-là, elle est remplacée par celle-là. Alors il y a des éléments un peu plus avancés qui montrent que c'est pas juste la mise par défaut. On peut carrément transformer une fonction et dire que tous les paramètres, par exemple, on va dire on a 3 paramètres int et 2 paramètres string, on va pouvoir dire que ces 3 paramètres string int vont être à la place générés à partir d'un paramètre char. Et créer une fonction qui fait char vers int et qui après on rajoute les 2 paramètres string et créer une nouvelle fonction à partir de ça. C'est une manière de composer les fonctions. Et on verra que la composition, ça peut aller très loin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était déjà bien compliqué, enfin bien complet, je trouve. J'ai mis presque 1 heure à vous parler de tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était la présentation. Bonjour, moi j'ai une question sur à quel point c'est utilisé en entreprise et en contexte pro, la purification, enfin, ou dans des frameworks, parce que je n'avais jamais entendu parler. Mais... Alors à quel point c'est utilisé, ça va beaucoup dépendre du langage. C'est dans tous les... Okay. Parce qu'il y a certains langages qui sont plus propices à la purification et à la dépurification. Typiquement, le PureScript, c'est un langage qui s'y prête énormément. Mais en vrai, là, ce que permet la purification, c'est vraiment l'application partielle. Et autant la purification en elle-même, on la voit pas très très souvent, autant la purification, elle a un impact énorme parce qu'elle va servir à des langages comme OCaml ou comme Haskell, qui sont très utilisés quand on doit faire de la preuve ou quand on doit avoir quelque chose d'un peu plus strict. De manière générale, en fait, ça va permettre comme ça va permettre de composer. C'est utilisé dans React, au niveau de sonarité, quand on va devoir passer des composants dans React, les components là, et ben ces composants vont être réduits, vont être purifiés pour obtenir des fonctions. Et donc l'application partielle, quand elle permet d'obtenir une fonction, va permettre de réduire en fait je crois que ouais voilà c'est ça. Guillaume a mis un truc qui correspond très bien. Voilà c'est ça. Ça, en fait, ça va permettre de réduire énormément la charge des paramètres. Je sais aussi que beaucoup de polyfills l'utilisaient au niveau de la purification pour permettre en fait de simuler les constructeurs multiples. Parce qu'en fait, comme on n'avait pas de constructeur avant en JS et qu'on voulait plusieurs constructeurs, en fait, on simule plusieurs constructeurs différents en faisant de la purification. C'est souvent en fait pas codé directement, mais c'est utilisé sans le savoir. Ok, merci.
D'autres questions? Non? Donc. Juste pour rebondir sur la composition, ça peut être, enfin, c'est vrai qu'en React, on le retrouve beaucoup. Par exemple, il y a le principe de, par exemple, des HOC, donc High Order Components, qui sont en fait des High Order Functions, et on utilise souvent, par exemple, l'utilitaire compose pour chaîner en fait ces différents High Order Components pour utiliser les différents HOC qu'on a définis et tous les appliquer à notre composant, notamment avec Redux. Donc, c'était pour dire qu'on peut les retrouver finalement assez souvent dans le code et les utiliser. Enfin, en tout cas, en React, je les utilise pas mal. Je sais que React utilise pas mal cette notion d'application partielle. Parce qu'en fait, derrière la curification, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que on n'utilise pas la curification en tant que telle. C'est un concept qui est trop théorique. Mais par contre, les capacités qui découlent en fait, de cette curification sont très très utilisées parce que ça permet justement les high order functions sont typiquement un cas où la curification va être utilisée massivement. Après, le désavantage qu'il y a dans React, c'est que comme on est sur du JS, la composition doit être, elle est plus complexe à gérer pour React, alors que par exemple dans des langages comme PureScript, comme on a de base l'application partielle et que ça fait partie du système de type, et c'est naturel en fait pour lui de le faire et il y aura moins de problèmes de vérification ou de soucis de composition qui vont pas ensemble. Puisqu'en fait, la composition est directement checkée lors de la compilation. Ok, merci. Et sinon, la curification, dans des langages comme Java, vous avez des fonctions qui vous permettent de curifier les fonctions, enfin les méthodes. Bon, il suffit d'appeler la méthode et ça permet de faire, c'est curified ou curified, je sais plus. Mais je sais qu'en Java, j'avais vu ce problème-là il y a très longtemps, parce que justement, ça permet d'avoir des fonctions avec moins d'appels. Et c'est typiquement ce qui se passe dans les constructeurs. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Kylian? Si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à les poster sur le Discord, que ce soit en MP à Kylian ou dans une channel publique. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, les différents sujets autour de ce talk. Et donc, on remercie beaucoup Kylian pour être venu nous expliquer ces concepts. C'était très intéressant. Et bien, je vous dis à tous à bientôt pour un prochain épisode. Ouais, ça marche. Déjà, je peux peut-être spoiler un peu le prochain épisode pour ceux qui sont là. Vas-y. Justement, en fait, c'est sur la notion de composition et de comment on va arriver. On va tenter un peu d'IGS, on va aller voir un peu les classes et pourquoi les classes, c'est de la composition sans en être. Ok, merci beaucoup. Et puis un dernier mot pour dire que s'il y a d'autres d'entre vous qui aimeraient exploiter ce petit format sur l'heure de midi ou même d'autres conférences sur le moment du soir, n'hésitez pas à venir vers nous. Ce serait très intéressant d'avoir plusieurs sujets, plusieurs types de sujets sur ces conférences. Merci à tous d'avoir assisté et on se revoit au prochain épisode.